Madame, Monsieur, bonsoir. Corruption au menu de questions échos ce soir. La lutte contre ce phénomène est objet de débat depuis plusieurs années. Des mesures ont été prises, mais rien n'y fait. Le Maroc régresse dans le classement mondial de l'indice de perception de la corruption. Et depuis les événements tragiques du 8 février à Tanger, la corruption est pointée du doigt. Le cadre législatif n'aidant pas, puisqu'au terme de la session d'octobre à la Chambre des représentants, le projet de loi relatif à l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption est toujours en attente depuis son dépôt en juillet dernier. Mohamed Bachir Rachdi, président de cette instance, répondra à nos questions ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Publié récemment par Transparency International, l'indice de perception de la corruption 2020 révèle que le Maroc est considéré comme une zone de corruption chronique du fait qu'il a encore reculé de plusieurs places dans ce classement annuel. Les détails avec Ala Benani. En 2020, le classement du Maroc dans l'indice de perception de la corruption s'est détérioré de 6 places et 1 point par rapport à 2019, avec un score de 40 sur 100 et est classé 86e sur 180 pays. Cette stagnation est due, d'après Transparency International, à une absence de volonté de lutter sérieusement contre la corruption. Bien que le gouvernement marocain ait pris des mesures exceptionnelles en réponse à l'urgence sanitaire, notamment en matière de marché public, Transparency International affirme que ces mesures n'ont pas fait l'objet d'une surveillance et ont permis des exemptions spéciales pour lesquelles le gouvernement n'a pas eu à rendre de compte. Ces initiatives s'étendent à des domaines autres que les soins de santé et présentent des risques importants de mauvaise gestion des fonds et de corruption. Il est à préciser que l'IPC, indice de perception de la corruption, est basé sur différentes enquêtes effectuées par des agences internationales pour établir un score et un classement des pays sur une échelle de corruption et de déficit de la transparence. Ces évaluations d'experts visent à mesurer la corruption du secteur public en attribuant à chaque pays un score allant de 0 pour les pays fortement corrompus à 100 pour ceux qui sont très peu corrompus. Sont en tête du classement en 2020 le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande, alors que la Syrie, la Somalie et le Soudan du Sud sont en queue du classement. Enfin, rappelons que la session parlementaire d'automne a été clôturée sans que le projet de loi 46-19 ne soit voté. Gelé depuis octobre dernier, ce projet de loi est relatif à l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Les membres de cette instance seront autorisés à effectuer des investigations et rédiger des PV. Ils seront également investis du pouvoir d'effectuer sans prévenir des visites d'inspection dans les locaux et sièges des personnes publiques et des locaux des organisations professionnelles du droit privé. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Mohamed Bachir Rachdi, président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Bonsoir Mohamed Bachir Rachdi. Bonsoir. Tout d'abord, un commentaire peut-être sur le classement du Maroc dans cet indice de perception de la corruption de Transparency International. Oui, au fait, c'est la publication de ces indicateurs, et d'ailleurs ce n'est pas le seul, il y a plusieurs autres indicateurs qui sont publiés ces derniers temps, nous rappelle que la problématique de la corruption reste au centre du devenir de la société marocaine, et il est important de prendre les choses de manière profonde et continue et de manière à ce qu'on gère le temps pour pouvoir atteindre les objectifs et pour pouvoir reconquérir la confiance des citoyens et des acteurs économiques et institutionnels. Donc ces indicateurs sont révélateurs, mais c'est au niveau du Maroc qu'on doit se pencher sur comment on va prioriser, comment on va engager une stratégie, mais une stratégie qui est avec une assise et avec une gouvernance qui garantit l'atteinte des objectifs. Et avant de parler d'objectifs, peut-être dresser un état des lieux. Quels sont, Mohamed Bachir Rachdi, les aspects prédominants de la corruption au Maroc, notamment pour cette année 2020, qui concernent, n'est-ce pas, ce classement dans cet indice, entre autres?
Justement, quand on parle de ces différents rapports et de ces différents indicateurs, malheureusement, la corruption au Maroc est endémique. Elle est dans la catégorie des pays où la corruption est endémique. Ça veut dire qu'elle touche à quasiment tous les secteurs et elle concerne l'ensemble des composantes de la société, que ce soit les citoyens autant qu'utilisateurs du service public ou que ce soit les acteurs économiques et les acteurs d'une manière plus globale. Donc, elle est assez générale et c'est une approche globale et une approche cohérente et systémique qui serait capable de pouvoir la faire reculer et d'inscrire la tendance dans une tendance baissière afin de permettre d'avoir un environnement justement favorable au développement et pouvoir créer les conditions pour le nouveau modèle auquel aspirent tous les Marocains. Et est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques au Maroc qui favorisent la corruption selon vous? En fait, ce qui est spécifique, on ne peut pas parler de spécifique, mais ce qui caractérise la situation au Maroc, c'est que nous avons un modèle où il y a des privilèges, où il y a des accès à des moyens de production de la richesse qui ne sont pas gérés de manière assez ouverte et assez équitable. Il y a des problématiques qui sont liées à la relation entre l'administration et le citoyen usager, même s'il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions qui ont été menées, on continue à ne pas atteindre l'objectif et surtout de ne pas avoir l'impact attendu sur la vie des citoyens et des acteurs. Donc, ce n'est pas spécifique, mais il y a des caractéristiques qui constituent qui expliquent en quelque sorte la situation de la corruption au Maroc et surtout son impact sur le développement et son impact qui empêche en quelque sorte à pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Nous y reviendrons à ces aspects d'impact très importants. Mais avant, selon certains, eh bien, l'explosion du cash en 2020 a été comme un facteur aggravant pour la corruption. Est-ce que cette théorie, selon vous, peut être déjà confirmée et même prouvée ? En fait, l'utilisation du cash est un facteur favorisant pour les actes de corruption, mais ça s'inscrit dans un environnement plus global où la transparence des transactions, la transparence de la relation, la transparence de l'accès aux services, aux droits, doit être garantie de manière à ce qu'on ne laisse pas s'installer des foyers de corruption et dont usent et dont profitent certains au détriment de la majorité de la population. Très bien. Parlons impact à présent. Donc, il y a ce chiffre qui a circulé sur le coût, n'est-ce pas, de la corruption sur notre croissance. 5% du PIB serait, en tout cas, le coût de la corruption. Est-ce avéré ? Alors, il est très difficile de quantifier de manière précise et certifiée l'impact financier de la corruption, mais aujourd'hui, il y a plusieurs rapports et plusieurs études qui convergent sur l'ampleur de l'impact de la corruption sur les économies. D'ailleurs, à l'échelle internationale, le FMI a publié plusieurs rapports, dont certains ont mis en évidence l'ampleur qui est mesurée à 2600 milliards de dollars concernant l'impact de cette corruption au niveau mondial. À l'échelle africaine, on évalue à 146 milliards de dollars, soit 6% du PIB continental, et bien entendu avec des variations entre les pays. Au Maroc, on peut facilement parler entre 5 et 7% comme estimation et comme approximation de ce que ça pourrait représenter, surtout si on prend en considération aussi bien
les transactions, entre guillemets, de la corruption, mais aussi entre ce que ça produit comme détournement de biens publics. Donc ça peut être très, très important. Mais c'était là, sur l'échelle financière, il y a aussi sur l'échelle humaine que la corruption fait des dégâts et parfois cela coûte des vies humaines, Mohamed Bachir Ajdi. C'est surtout sur justement l'impact social et l'impact sur l'humain que c'est le plus important parce que justement c'est connu aujourd'hui que c'est la corruption qui constitue le premier facteur qui empêche le développement, qui détourne les moyens de répondre aux besoins des citoyens et qui continue à représenter la fragilisation, les facteurs de fragilisation de populations importantes. Et justement, cette fragilisation pousse les citoyens à évoluer dans des environnements extrêmement difficiles, des environnements à haut risque. Et justement, quand vous parlez du drame national qui s'est produit à Tanger, c'est un élément révélateur, mais il faut le voir par rapport à son ampleur, par rapport au nombre de cas qui se multiplient et qui continuent à sévir et qui mettent les citoyens dans des situations extrêmement difficiles. Et on ne peut plus continuer à laisser les choses évoluer comme ça. Il est important à ce qu'il y ait un vrai mouvement, un vrai front national qui affronte ce fléau et qui font à ce que la corruption s'inscrive dans une tendance baissière afin de libérer les horizons pour le développement du pays et pour la prospérité des citoyens. Et cela va de soi, puisqu'on parle de prospérité, les investissements aussi, les investisseurs peuvent aussi être réfractés dans un environnement corrompu. Est-ce que vous avez des exemples concrets de l'effet négatif de la corruption sur le doing business ou sur l'investissement de manière générale, soit-il étranger ou même local, marocain? Il est clair que l'entrepreneuriat et l'investissement, le premier facteur, c'est la sécurité de l'investissement. Et la sécurité de l'investissement suppose qu'il n'y a pas de facteur qui touche, qui altère en quelque sorte cet environnement. Et la corruption est par définition un élément qui corrompt l'environnement, qui le rend incertain et qui font à ce qu'il y ait des déséquilibres qui ne permettent pas à ce que l'investissement et l'investissement normal, mais l'investissement sur l'innovation, l'investissement sur la création de valeur, l'investissement sur le développement de capacités qui sont par définition des investissements qui visent le moyen et long terme, ils ne peuvent pas prospérer de manière normale et à la hauteur du potentiel réel si cet environnement n'est pas protégé contre les aléas de la corruption et contre ce que ça produit comme privilège, comme déséquilibre d'accès aux facteurs de production, à la contribution à la production de richesses et à l'élargissement de la base active au niveau économique. Donc l'impact sur le développement, elle est très claire et elle est extrêmement importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les rapports mettent la corruption en tête des facteurs qui empêchent l'investissement et qui empêchent l'entrée en entrepreneuriat des acteurs. Alors, que fait justement l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption pour lutter contre ce phénomène et peut-être prévenir aussi, parce qu'on ne le dit pas assez, contre ce phénomène de la corruption? Si on devait dresser peut-être un bilan des actions qui ont été entreprises. Alors, je vous renvoie vers les rapports qui ont été publiés par l'instance. Il y en a une dizaine, donc il y a le rapport global, qui est le premier rapport annuel de l'instance au titre de l'exercice de 2019, mais il y a une dizaine de rapports thématiques justement qui en quelque sorte matérialisent ce sur quoi l'instance a travaillé. On peut parler
du travail qui a été fait dès la nomination ma nomination par Sa Majesté à la tête de cette instance, celui sur la restructuration, l'approfondissement, la précision du contenu et le cadre de gouvernance de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Un travail qui a été approuvé par la Commission nationale anticorruption, mais malheureusement qui n'a pas pu être mis en œuvre pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut parler de la pandémie et de la crise sanitaire. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui empêchent encore à ce qu'on ait une articulation des rôles et un engagement terrain et profond de tous les acteurs. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets pour pouvoir évaluer et donner une idée précise de la situation de la corruption. Et je reviens sur l'indice de perception de la corruption, au sujet duquel l'instance a fait une étude scientifique approfondie pour pouvoir analyser quels sont les sous-facteurs et tous les éléments à l'intérieur de cet indice qui impactent la situation du Maroc par rapport à la corruption. Et je peux vous dire que schématiquement, nous avons distingué les facteurs qui sont indirectement liés à la corruption, ceux qui sont moyennement, qui ont un impact moyen, et nous avons en quelque sorte focalisé sur les facteurs qui ont un impact direct et qui sont le plus en relation. Et sur 70 facteurs, cette dernière catégorie représente pratiquement les tiers, plus de 68% des facteurs directement les plus impactants. Le Maroc a une situation qui est loin d'être à la hauteur des aspirations des citoyens et de tous les Marocains. Donc un autre chantier, c'est celui des recommandations sur lequel nous avons traité des sujets comme l'enrichissement illicite, le conflit d'intérêts, la déclaration de patrimoine, etc. Donc nous avons travaillé, bien entendu, sur la loi qui est de nature à refondre non seulement le cadre juridique de l'instance, mais qui est de nature à faire une transformation profonde sur la lutte contre la corruption au Maroc, tout en travaillant sur les fondements qui vont permettre à ce qu'on lance ce changement sur des bases solides et dans un cadre de complémentarité et d'articulation des rôles entre toutes les institutions concernées. Et justement, vous avez parlé d'implication d'institutions concernées. Et ce projet de loi 4619, qui est donc relatif à l'instance nationale de la propriété, de la prévention et de la lutte contre la corruption, eh bien, hélas, ce projet de loi est toujours bloqué au Parlement. La session d'automne vient de toucher à sa fin. Pourquoi ? Quelles sont les raisons de ce blocage, Mohamed Bachir Hachdi ? Avec, bien sûr, l'urgence. Vous avez parlé d'évaluation, vous avez parlé de ces rapports. Bien sûr, il est clair qu'il est important de poser les bases, mais il est important aussi de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut que ce projet de loi passe au Parlement. Vous avez tout à fait raison sur deux plans, c'est-à-dire il faut passer à l'action, et vous avez évoqué la question de temps. Le facteur temps est un élément fondamental pour pouvoir, dans les politiques publiques, et particulièrement dans un domaine comme celui-là, pour deux raisons au moins. La première, c'est parce que ce qu'on définit aujourd'hui, s'il n'est pas appliqué, il devient dépassé, et par conséquent n'a pas le même impact si on le fait 10 ans après. Et donc on est toujours en retard par rapport aux objectifs à atteindre. Et deuxième élément, c'est que le facteur temps est un élément de crédibilisation de la volonté et de la mobilisation. Si on ne réalise pas ce pourquoi on s'est engagé, on ne peut pas avoir la chance de mobiliser les citoyens, de mobiliser les acteurs et d'entraîner le changement de manière pérenne. Et donc, il est très important de faire attention à cette dimension. Maintenant, pour revenir à la question de la loi,
il est clair qu'elle apporte un changement profond par rapport à l'approche de lutte contre la corruption, par rapport au rôle de l'instance au niveau du dispositif institutionnel, mais elle est de nature aussi à impulser une dynamique au niveau des autres institutions. Et cela, bien sûr, quand il y a un changement aussi profond, il faut convaincre, il faut que l'ensemble des acteurs concernés puissent adhérer. Donc, on a parfaitement compris au début qu'il y ait autant de débats, autant d'interactions pour pouvoir mûrir la vision et l'adhésion à cette vision. Il se trouve qu'aujourd'hui, après 26 mois, ça devient un temps qui peut devenir contre-productif si on n'agit pas. Pourquoi est-ce qu'il y a de la résistance? Il y a certaines parties prenantes qui considèrent que l'instance, qui continue à considérer qu'une instance constitutionnelle comme celle-là doit se limiter à produire des études et apporter du conseil et à apporter des recommandations, ce qui est d'abord qui n'est pas conforme ni à l'esprit ni au texte de la Constitution. Ils sont convaincus que l'ordre établi doit être réformé, mais sans toucher en profondeur à cet ordre établi, et ce qui n'est pas de nature à pouvoir apporter de vraies réponses à une situation aussi grave, et comme vous dites, qui touche à la dignité humaine et qui touche même à la vie de citoyens. Et donc, il est important à ce qu'aujourd'hui, la session de est-ce que l'élargissement du champ d'action des membres, à savoir vers l'investigation, vers la rédaction des PV ou autres visites d'inspection, est-ce que vous pensez que ces raisons-là peuvent pousser ces instances que vous venez de citer, ou ces parties prenantes, si on préfère le dire ainsi, à bloquer ce projet de loi? Est-ce que c'est cet élargissement-là qui constitue le principal frein? Pour être clair, c'est évident que c'est un des facteurs majeurs qui ont fait débat et qui continuent à faire réagir certaines parties prenantes. Je ne dis pas des institutions, je parle de parties prenantes, parce que même au sein de certaines institutions et de certains intervenants, il y a des débats et en leur sein, il n'y a pas d'unité d'avis contre cette loi. Mais il est clair que cet élargissement et le fait que l'instance ait des pouvoirs pour agir directement et pour s'autosaisir et pour pouvoir répondre aux réclamations et aux plaintes des citoyens, ça n'obtient pas l'adhésion de tout le monde, et alors que l'instance, depuis la nomination de son président, a insisté qu'aucune crédibilité et aucun changement en profondeur ne peut être atteint s'il n'y a pas toutes les dimensions. Bien entendu, l'investigation, le traitement de dossiers, l'instruction de dossiers est un facteur, mais il n'est pas le seul. Quand on voit la loi, il n'occupe quasiment que 15% pratiquement des pouvoirs et des missions de l'instance. Les 85% sont orientés vers la création de fondements qui permettraient de prévenir la corruption, d'assécher les foyers de corruption et d'empêcher justement à ce que les actes de corruption soit à un niveau d'ampleur tel qu'il est aujourd'hui. Et donc tout ça constitue une vision basée sur multidimensionnelle, qui est la sensibilisation, la mobilisation, l'implication de tous les citoyens et de tous les Marocains, mais surtout l'implication de manière responsable et avec une articulation des rôles sans dilution de ses responsabilités, mais plutôt en les conjuguant et en faisant à ce qu'on crée une dynamique forte, une dynamique qui entraîne le mouvement
par les résultats qu'elle va obtenir, par les impacts que tout le monde va ressentir et par conséquent par la confiance qui va être installée et qui va permettre à ce qu'on se projette de manière positive vers un avenir beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent. Pour terminer, peut-être Mohamed Bachir Rajdi, parmi les chantiers prioritaires, est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous avez parlé de responsabilisation, la responsabilisation du secteur privé, quel est le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption? Il est clair que schématiquement, on parle de la corruption, il y a celle qui touche les citoyens dans leur relation avec l'administration, et il y a la corruption qui concerne les transactions dans le monde économique, les transactions commerciales. Et ce deuxième volet, bien sûr, le secteur privé a un rôle important. Il a un intérêt, et je précise en quoi il a un intérêt. D'abord parce que la corruption dans le monde économique exclut une partie importante des acteurs parce que les règles de la concurrence ne sont pas respectées, parce qu'il y a des privilèges, parce qu'il y a des passe-droits, etc., etc. Et donc, ça ne permet pas au potentiel plein de s'exprimer et d'apporter sa contribution à la création de valeur. Deuxièmement, et donc, on a des perdants dans cette affaire. Mais même ceux qui tirent profit à court terme sont perdants à moyen et long terme dans la mesure où leurs efforts et leurs investissements vont vers la gestion des labyrinthes de corruption au détriment de l'investissement sur le développement des capacités, sur les facteurs de compétitivité, etc. En plus du fait qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus soumis au risque de l'application des lois transnationales ou des lois extraterritoriales qui font à ce que le risque devienne lourd et il y a tout intérêt à s'orienter vers plus d'actions pérennes. Merci beaucoup, Mohamed Bachir Rajdi, président de l'Instance nationale de la probité et de la prévention de la lutte contre la corruption, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho, mais vous pouvez toujours revoir cet épisode ou tous les autres épisodes de cette semaine sur l'application Média News sur votre smartphone. Si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, faites-le, comme ça vous ne ratez rien des programmes riches et enrichissants, des analyses et décryptages sur votre chaîne Média TV. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end à toutes et à tous.